Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, j'ai décidé de continuer dans la même lignée que de la vidéo antérieure, c'est-à-dire de faire de la mécanique céleste. Eh bien, je me propose ici de calculer la vitesse de libération de la Terre. Donc pour ce faire, j'ai mis un petit schéma d'introduction pour énoncer un petit peu la situation. Donc imaginez en fait déjà, donc on a un boulet de canon qui est posé sur la surface de la Terre. Donc il va lâcher avec des vitesses différentes, de plus en plus grandes, mais un boulet. D'accord. Donc on imagine dans un premier temps un boulet. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, je vais mettre le laser. Donc ici le boulet il est lancé avec une vitesse A assez petite. Donc on voit que le boulet il retombe sur la Terre, il est attiré par la Terre, donc il retombe, ce qui semble plutôt intuitif. Si on le lance beaucoup plus fort, le boulet il ira plus loin, mais il sera encore attiré par la Terre. Si on le lance encore beaucoup plus fort, il arrivera un moment où le boulet il va être satellisé, on dit, c'est-à-dire qu'il va être sur une orbite géostationnaire. Il va donc faire le tour de la Terre et revenir à son même point initial. Si on le lance encore plus fort avec une vitesse encore plus grande, vous voyez que la trajectoire elle change un peu. Donc elle n'est plus circulaire, mais elle devient maintenant elliptique. Le boulet il revient encore sur son point initial. Et si on continue comme ça, il arrive au moment où le point E, donc, comme vous le voyez, on tire le boulet donc beaucoup plus fort, et on voit que le boulet E, pardon, mais il échappe à l'attraction gravitationnelle de la Terre. D'accord. Donc c'est ça justement la vitesse de libération. C'est la vitesse minimale qu'il faut communiquer à un corps, donc ici au boulet, on va dire, la masse de masse petit m, pour qu'il échappe définitivement à l'attraction gravitationnelle de cet astre. Dans ce cas, l'astre ici, on parle de la Terre. Donc on va faire une petite hypothèse pour la suite. On va faire en sorte que les frottements, donc il n'y a pas de frottement, et dans ce cas, donc l'énergie mécanique se conserve, c'est-à-dire que le delta de EM est égal à 0. C'est-à-dire que l'énergie mécanique finale est égale à l'énergie mécanique initiale. Donc comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut écrire donc, alors je vais prendre le stylet désormais. Donc on peut dire que l'énergie mécanique au sol, elle est égale à l'énergie mécanique à l'infini, d'accord? C'est ce qu'on va dire. Donc l'énergie, je l'écris là. Donc ça implique... Alors, je suis bien en stylet noir? Ouais. Je ne suis pas avec le style, voilà. Donc ça implique quoi? Mais ça nous implique que l'énergie mécanique... Alors le sol, je vais mettre S comme surface, sol, c'est égal à l'énergie mécanique à l'infini. Alors quand je dis l'infini, c'est-à-dire un lieu très loin, d'accord? Alors ça, comment on peut le traduire? On sait que l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Donc on a l'énergie cinétique, que je note à EC, au sol, plus l'énergie potentielle au sol. Alors je ne mets pas énergie potentielle de pesanteur ici, d'accord? Parce que l'énergie potentielle ici, c'est une énergie potentielle qui dépend de la force, qui provient plutôt de la force de gravitation. Donc on va y venir tout à l'heure. Hein. Donc ça c'est égal à l'énergie cinétique à l'infini plus l'énergie potentielle à l'infini. Donc pour l'expression de l'énergie cinétique, il n'y a pas trop de problème, c'est 1/2 de mv carré. Donc on aura la vitesse, dans 1/2 de mv carré, on aura la vitesse de libération qui va apparaître. Par contre, pour l'énergie potentielle, donc je vais faire une petite parenthèse, je suis bien obligé, donc c'est un peu de mathématiques, mais bon. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, imaginons, alors je vais faire un petit schéma, c'est peut-être plus simple. Imaginons donc, on a un point O. Voilà, mon petit point O ici.
Et donc ce point O, on va faire en sorte qu'il il exerce une force donc centrale au point P ici, point P de masse M, qui est l'objet. D'accord? Donc ça, allez, je vais la faire en bleu, la force. Donc le point O, donc, qui est l'astre, hein, l'astre attracteur ici. Donc il exerce une force allant de P vers O. Hein, d'accord? Donc ça c'est notre force. Je vais dessiner également le vecteur unitaire. Un vecteur unitaire ER. Seulement celui-là, puisque le problème ici étant asymétrie sphérique, j'aurais pas besoin des... donc on va le faire dans les coordonnées sphériques, j'aurais pas besoin des coordonnées θ et phi, d'accord? Je les ai pas introduits dans d'autres vidéos, je le referai, d'accord? Donc voilà, donc ici on a une symétrie, je vais l'écrire quand même, symétrie, c'est-à-dire qu'on a besoin que de la coordonnée R pour décrire la force ici centrale. Donc symétrie sphérique. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on sait de ça? Donc vous savez que l'énergie potentielle de pesanteur c'est mgz. Alors déjà pour qu'il y ait une énergie potentielle, il faut que F, la force de gravitation, donc F qui est là, donc F c'est ici, la force F c'est celle-ci. F c'est une force conservative. Donc à partir de là, par définition, EP, l'énergie potentielle associée, existe. Hein. Donc EP existe. Comment on calcule EP? Donc en première année, souvent, après le bac, hein, on le fait avec le travail élémentaire, je crois. Mais sinon, vous avez une formule qui est beaucoup plus simple, c'est F qui est égal à moins le gradient. Attention, le gradient, c'est un vecteur, hein, donc il faut bien mettre une flèche dessus, moins le gradient de EP. Alors, le gradient en coordonnées sphériques, je ne le connais pas par cœur. Donc, il va falloir que je le retrouve. Attendez. De toute façon, on a dit qu'il dépendait que de R dans notre cas. Donc, comment on écrirait ça? Ça serait en fait F. Comment on pourrait les dire? Donc, ça serait moins. Non, j'ai les coordonnées qui sont juste là. Voilà, je mets tout ça. Alors la première c'est d de p, elle change pas, celle-là, c'est des dérivées partielles. d de p sur dr apparemment c'est même une dérivée, c'est pas des dérivées partielles, c'est des dérivées normales sur dr. La deuxième, c'est... donc là, je regarde, je ne le connais pas par cœur. Je le connais par cœur en coordonnées cartésiennes, mais en coordonnées sphériques et cylindriques, je ne les connais pas par cœur. Donc c'est D de P. Ça, on vous les donnera, vous inquiétez pas de toute façon, à chaque fois. Sur D de θ. Et la dernière, c'est 1 sur R sinus θ. Voilà, je me rappelais celle-ci, 1 sur R sinus θ fois d de P, donc d de P sur d phi, qui est la troisième coordonnée, d phi. Donc voilà. Alors par contre, dans notre cas, comme sa symétrie sphérique, ces deux-là, hop, elles s'en vont. D'accord?
C'est-à-dire que le F, enfin le gradient ne dépend de l'énergie potentielle, c'est-à-dire, alors voilà, je vais l'écrire comme ça, l'énergie potentielle qui a priori dépendait de R, θ, phi, hop, elle ne dépend que de R, d'accord? Donc on a F qui était égal à moins D de P, F qui est égal à moins D de E, P. E, P c'est l'énergie potentielle que l'on cherche, bien évidemment, sur D de R. D'accord? À partir de là, on va intégrer, sachant que F, c'est une force, force gravitationnelle. Donc on a... Alors, ça nous fait quoi? Ça nous fait F, je vais le réécrire ici en bas. Donc je vais écrire l'expression de F d'abord, dans le premier temps. F. Donc c'est égal à... En fonction du vecteur donc unitaire qui est là, vous voyez que ER et F sont dans le sens contraire. Donc il y aura un signe moins qui va apparaître. Donc c'est moins en G fois la masse de la Terre, dans notre cas, fois la masse de l'objet, le bout de canon, sur R au carré. R au carré étant la distance qui sépare le centre de la Terre du boulet. ER, j'oublie pas le vecteur unitaire, sinon c'est faux, c'est un vecteur est égal à un vecteur, et ça c'est égal donc à moins D2P sur dr, pareil, c'est un vecteur ER. Voilà. Eh bien, on n'a plus qu'à intégrer, d'accord? Donc les moins ici, il y a moins là, donc je peux mettre des plus déjà, pour simplifier, et puis j'ai plus qu'à intégrer. Alors, comme, je ne sais pas si vous vous rappelez, je fais un petit rappel, allez. Attention, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas dériver, il faut intégrer là. Hein. Un rappel, quand on a 1 sur x puissance n, la primitive, ici on n'a qu'une variable, hein, c'est r, hein. Je me rappelle, ici il n'y a qu'une variable qui apparaît. La primitive, c'est moins 1 sur n moins 1 facteur de x à la puissance n moins 1. D'accord? Donc ça nous fait que ici, tout ça là, ça implique que EP, ben c'est égal donc à l'intégrale, je vais l'écrire quand même, à l'intégrale, pas joli, moins intégrale, pardon, l'intégrale de G M R au carré. Donc le dr, je le fais passer de l'autre côté, hein, d'accord? Dr. D'accord? Donc j'ai plus qu'à intégrer ça. Alors je le fais en bas. Donc ça c'est un rappel, hein, que j'ai fait. J'aurais pu le mettre au-dessus, ça aurait été mieux peut-être. Donc là en fait je continue. Hein. Là où je mets mon étoile, je continue là. Donc ça nous fait que EP, l'énergie potentielle associée à la force de gravitation, mais c'est égal à moins, d'accord, il y a le moins qui apparaît ici, là, moins G, grand M, petit m, sur R. Alors on pourrait ajouter une constante, mais ici on va s'arranger pour que la constante soit égale à 0 en prenant l'origine correctement, d'accord? Voilà. Voilà ce que vaut l'énergie potentielle. Donc on a, à partir de ça, maintenant on peut tout faire. Donc je vous rappelle qu'on avait ça, hein, d'accord? L'énergie cinétique plus l'énergie potentielle à la surface, qui est égale à l'énergie cinétique à l'infini, plus l'énergie potentielle à l'infini. Donc si on regarde un petit peu plus près déjà
l'énergie cinétique à l'infini. Étant donné que c'est une vitesse de libération, c'est-à-dire qu'on va communiquer l'énergie minimale. Autrement dit, dès qu'on va arriver à l'infini, la vitesse sera égale à 0. Donc si la vitesse sera égale à 0 à l'infini, ça va valoir 0 joules. Pour l'énergie potentielle à l'infini, c'est-à-dire qu'on fait tendre R vers l'infini. Ici, on voit que si R tend vers l'infini, c'est des limites, EP, vous voyez bien, comme R il est au dénominateur, EP, il va tendre vers 0, donc il sera égal à 0, 0 joules. Donc pareil, on aura ici à l'infini que l'énergie potentielle sera égale à 0, ce qui paraît logique, d'accord, puisque ce sera absolument soumis à aucun champ gravitationnel. On aura échappé au champ gravitationnel de la Terre, donc l'énergie potentielle associée au champ gravitationnel de la Terre, il n'existera plus, il n'y en aura plus. Donc il va nous rester ces deux-là, ça plus ça égale à 0. Donc c'est ce que je vais réécrire, d'accord? Je vais écrire que ça, c'est égal à 0. Voilà ce que je vais écrire. Alors, énergie cinétique au sol. Bon, je fais un petit trait. Donc on sait que c'est 1/2 de m v, donc c'est la vitesse justement de libération, voilà, comme ça, au carré, ne pas oublier le carré, plus donc l'énergie potentielle, on vient de la voir, on va voir que c'est ça, donc c'est moins tout ça, moins gm petit m sur r, et tout ça c'est égal à 0. Donc voilà ce que nous donne l'équation initiale. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire quelques simplifications. On a du m dans chaque... voilà, déjà je vais continuer. Je vais réarranger l'équation un petit peu. Donc ça me fait du 1/2 vitesse de libération au carré. Comme là il y a moins, je fais passer de l'autre côté, donc ça nous fait égal à gm m sur r. Là vous voyez que les m, hop, je peux les simplifier. Donc déjà voilà, le 1/2, je multiplie par 2 chaque membre de l'égalité, donc ça nous fait que la vitesse de libération au carré, c'est égal à 2 gm. Donc la masse de l'objet n'intervient pas sur r. Et donc que la vitesse de libération, je prends simplement la racine carrée de tout ça, c'est 2 gm sur r. Voilà notre expression pour la vitesse de libération. On fera l'application numérique tout à l'heure. Si on regarde un petit peu plus près cette relation-là, cette expression-là, on peut l'écrire aussi comme ça, hein. Vitesse de libération. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a vu la dernière fois l'altitude géostationnaire, donc on a vu la vitesse, enfin on l'a très vite abordé, la vitesse de satellisation. Mais là on voit justement que c'est cette expression-là, on peut l'écrire comme si c'était racine de 2 fois la vitesse de satellisation. La vitesse de satellisation, c'est je rappelle que c'est la racine carrée de gm sur r. Donc voilà. Voilà pour la petite remarque que je voulais faire. Donc on va passer à l'application numérique, on va voir ce que ça nous donne et on va essayer de critiquer, de faire quelques remarques un petit peu sur le résultat.
Alors, l'application numérique. Donc, je vous rappelle bien, faites attention. Vous faites l'application numérique, les distances en mètres, les masses en kilogrammes. S'il y a des carrés, des racines carrées, mettez bien des parenthèses, faites bien attention. Ce n'est pas des calculs très compliqués, mais on peut vite se tromper. Donc, la masse, ça, on vous le donnera tout le temps, bien évidemment. Hein, c'est 5,97. J'aurais dû vous le donner au début, pardon. Fois 10 puissance 24. De toute façon, ça, vous le trouvez facilement sur Internet. Hein. Kilogrammes. Le rayon, donc le rayon qui est égal au rayon de la Terre là, c'est 6378 kilomètres. Donc à partir de ça, on voit que la vitesse de libération, donc je remplace tout simplement, hein, sous ma racine carrée, ben j'ai des petits calculs là, donc 2 fois G, donc G je ne l'ai pas écrit mais c'est 6,67, donc on a de mémoire ça, 2 fois 10 puissance moins 11 fois 5,97 fois 10 puissance 24, c'est bien exprimé en kilogrammes, donc c'est parfait. Le tout divisé par le rayon de la Terre. Donc là, par contre, il est exprimé en kilomètres, il faut le passer en mètres. 6378 fois 10 puissance 3 pour l'avoir en mètres. Et ça nous fait, donc j'ai déjà fait le calcul, hein, pour aller un petit peu plus vite, ça nous donne une vitesse de libération de 1, donc je laissais 3 chiffres significatifs, de 1,12 fois 10 puissance 4 mètres par seconde. Donc c'est quelque chose, c'est une vitesse qui est extrêmement grande. Si on la passe en kilomètres par seconde, donc c'est simplement divisé par 1000, hein, enfin on multiplie par 1000, excusez-moi. Non, divisé par 1000, pardon. Divisé par 1000, ça nous fait 11,2 km par seconde. Donc c'est quand même une vitesse qui est assez grande, très très grande. Donc si on regarde un petit peu cette vitesse-là, on se dit, imaginez quelqu'un qui veut y lancer un caillou, n'importe quoi, un objet, depuis la surface de la Terre. Pour que cet objet échappe à l'attraction gravitationnelle, il faut le lancer avec une vitesse de 11,2 km par seconde. Donc vous imaginez déjà, l'objet, on a fait l'absence de frottement, mais en réalité il y a de l'air, hein, d'accord, dans l'atmosphère terrestre, il y a de l'air. Donc l'objet, je pense qu'il va se détruire, il va se dégrader avec les forces de friction qui existent dans l'atmosphère, hein, d'accord. Donc c'est qu'une valeur théorique. En toute rigueur, il faudrait à mon avis donner une vitesse beaucoup plus élevée, puisque l'objet va se dégrader, bien évidemment, avec la friction. Donc, vous avez vu, ça va chauffer, ça va détruire le matériau de quoi est fait l'objet. Par ailleurs, si l'objet échappe à l'attraction gravitationnelle terrestre, il sera soumis alors au champ gravitationnel du Soleil. Vous savez que la Terre elle est soumise au champ gravitationnel du Soleil. Donc pour s'en échapper également, il faut prendre aussi en compte la vitesse de libération du Soleil au niveau de l'orbite de la Terre cette fois. D'accord? Donc on va échapper certes au champ gravitationnel de la Terre, mais une fois qu'on y a échappé, on va se retrouver soumis au champ gravitationnel du Soleil. Donc pour échapper à tout champ gravitationnel, il faudrait, donc c'est un petit peu plus compliqué les calculs, il faut prendre en compte les autres vitesses de libération et faire une moyenne quadratique, donc c'est un peu compliqué. Dans tous les cas, alors on a fait un calcul qui est théorique, qui nous donne une valeur théorique, donc vous voyez que c'est une valeur qui est quand même assez élevée. Vous pouvez le faire pour tous les astres, puisque vous voyez que ça dépend uniquement donc, de la masse de l'astre et du rayon de l'astre. Ça ne dépend pas de la masse de l'objet, d'accord? Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu.
vous a permis donc de découvrir quelque chose que vous ne saviez pas ou de l'approfondir, peu importe. J'essaierai de continuer comme ça pour les prochaines vidéos. Si ça vous a plu, donc n'hésitez pas à mettre un like ou à partager. Moi je vous dis à bientôt, et puis voilà. Au revoir à tous, merci.